Où est-ce que Donald Trump a fait sa fortune? Est-ce que c'était en investissant à New York, ou alors est-ce que c'était en investissant dans la Creuse, ou chez nous, je ne sais pas c'est quoi, ou en investissant dans le borinage? Les gens sont obsédés par les chaudières, les compteurs. Alors, les gens, quand ils arrivent dans un bien, ils regardent les compteurs. Alors les compteurs, ça sert à rien, parce que si tu veux remplacer un compteur, mettre un compteur de gaz, c'est gratuit. Tu vois, mais les gens sont obsédés par les compteurs. Et certainement qu'à terme, dans Communisme Land, on va imposer justement que les logements avec un certificat énergétique négatif ne puissent plus être loués. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons partager 7 choses à regarder pour estimer correctement un bien immobilier. Ok. Petite question peut-être idiote. Est-ce que ces choses sont applicables quand tu visites le bien ou même sur une visite virtuelle? Ouais. Okay. Alors, pourquoi je suis potentiellement habilité à pouvoir vous répondre à cette question. Non pas que je sois un expert immobilier, parce qu'en réalité, un expert immobilier, c'est un métier, il faut le savoir. Expert immobilier, c'est une personne justement qui va réaliser des expertises en immobilier. Beaucoup de personnes se présentent comme expertes en immobilier, mais elles n'ont pas ce titre-là. Et donc, je ne suis pas expert en immobilier, je suis juste une personne qui a investi plusieurs biens jusqu'à présent. Et pour qui ça fonctionne? Pas deux. Plusieurs, voilà, ça peut aussi être deux, qui a fait également des opérations d'achat-revente, des opérations de division, des opérations donc d'investissement avec des travaux, entre autres. Et dans ce cadre-là, je vais vous partager justement mon expérience et qu'est-ce qu'on peut regarder lorsqu'on veut estimer correctement un bien immobilier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 7 points que j'ai mis sur mon téléphone pour avoir une certaine structure, pour pouvoir partager tout ça. Alors, la première chose à regarder, et restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on vous partagera une chose qui est un peu bonus, à laquelle la plupart des gens ne pensent pas réellement. Mais la première chose, qui est la plus évidente, c'est la localisation. Ok, localisation. La localisation. Donc, sur mon site, je suis sur ImoWeb, par exemple, je cherche des biens, localisation. Voilà. En fonction de ta localisation, tu vas pouvoir avoir une idée de la valeur de ton bien. Logique. Donc proche d'une grande ville? Ça dépend. Mais en règle générale, plus tu vas être en centre-ville, dans une ville d'intérêt, plus ton bien il sera cher, et donc c'est un élément qui sera important à prendre en considération. Donc on ne pourra pas, ça peut paraître très naïf et très débutant, mais on ne pourra pas comparer deux biens quasiment semblables qui sont dans des villes totalement différentes parce qu'ils n'ont pas intrinsèquement la même valeur. Ouais. Donc la localisation, c'est vraiment un élément qui sera super important à prendre en compte lors de l'estimation de son bien immobilier. Mais est-ce que tu as quand même un petit conseil à donner concernant la localisation? Parce que comment ils peuvent se dire je suis dans la bonne localisation? Si les gens nous écoutent et ils disent ok, la première chose c'est la localisation, comment je sais que je suis dans la bonne localisation d'après lui? Excellente question. Peu importe le secteur. Oui, ça veut dire déjà, dans les villes, il y a certaines rues qui sont meilleures que d'autres. Et donc, il faut toujours avoir, et ça, je vous renvoie à une vidéo qu'on a tournée récemment, son objectif en tête. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux devenir comment on appelle ça? Un RMiste, comme ça qu'on dit chez vous, hein. Un RMiste du cash flow. Et donc, à ce moment-là, je vais opter pour une localisation peu intéressante, où je vais avoir un mode d'exploitation agressif pour essayer de tirer du cash flow, ou alors est-ce que je veux réellement m'enrichir avec l'immobilier? Et si tu veux t'enrichir avec l'immobilier, tu vas opter pour une localisation qui sera intéressante, mais qui sera également dans tes moyens. Donc si tu as la possibilité de t'orienter vers une ville, j'aurais tendance à te dire, oriente-toi vers une ville, où tu auras un moins bon rendement, mais par contre tu auras un bien qui va faire une plus grosse appréciation, et qui a une plus grande valeur, et qui est plus liquide. D'accord ? Mais ça va toujours dépendre de son budget. Si tu n'as pas les moyens de t'orienter vers une ville, bien oriente-toi vers un logement dans un endroit moins intéressant. Je vais poser d'ailleurs une question pour les gens qui nous regardent. À votre avis, où investissent les multimillionnaires, on va parler en centaines de millions, et où investissent les milliardaires? Est-ce qu'ils investissent dans la Creuse, en France, ou est-ce qu'ils investissent plutôt à New York, à Paris, à Singapour, voilà, à Dubaï? Où est-ce qu'ils investissent? À ton avis, peut-être? Moi, j'irais dans les grandes villes.
Voilà, c'est une question. Je vous invite à poser la question. En ce moment, j'entends parler que de Dubaï, par exemple. Voilà, je vous invite à donner votre réponse en commentaire. Où est-ce que Donald Trump a fait sa fortune? Est-ce que c'était en investissant à New York, ou alors est-ce que c'était en investissant dans la Creuse, ou chez nous, je ne sais pas c'est quoi, ou en investissant dans le borinage? Voilà. C'est une bonne question à se poser. Et donc, quelle stratégie on veut adopter? Est-ce qu'on va adopter une stratégie de RMiste du cash flow, ou est-ce qu'on veut adopter une stratégie long terme de quelqu'un qui veut vraiment s'enrichir avec l'immobilier? Si on veut s'enrichir réellement avec l'immobilier, il faudra investir plutôt dans une ville qui est attractive. Et où l'immobilier va prendre de la valeur. D'accord. Donc, localisation. Et trouver les villes attractives vraiment proches de chez vous, dans lesquelles vous pouvez mélanger à la fois un investissement qui est accessible pour vous, mais qui à long terme, vous êtes sûr que ce bien se revendra et aura une plus-value. Et pas un truc dans un coin paumé, vous allez gagner 500 € par mois, mais que vous n'allez jamais revendre de bien dans 20 ans. Ok. Ensuite, un autre élément, et c'est une évidence, mais finalement, lorsqu'on obtient des rapports d'expertise de biens immobiliers, qu'est-ce qu'on voit? Un des critères justement dans l'expertise, ça va être le prix mètre carré et la superficie. En règle générale, toute chose étant égale par ailleurs, un bien qui aura une plus grande superficie sera généralement plus cher. Mais c'est pas pour autant qu'il sera que le prix va être linéaire au fur et à mesure que les mètres carrés augmentent. Je veux dire, un bien de toute chose étant égale par ailleurs, un bien de 100 mètres carrés ne sera pas nécessairement 2 fois plus cher qu'un bien de 50 mètres carrés. D'accord. C'est quelque chose quand même important. Quelle est la différence entre ces deux prix du coup? Qu'est-ce qui va faire que le bien à 50, qu'est-ce qui fait que le bien à 100, il n'est pas forcément 2 fois plus cher que le bien à 50? Du coup, encore une fois, sûrement cette question de localisation, bien sûr. Non, si on prend toute chose étant égale par ailleurs. Si on a les mêmes deux biens, parce que justement, plus la surface sera grande, plus le prix aura tendance à baisser pour des biens qui vont rester équivalents. D'accord. Dans la réalité du marché, dans ce que vont réellement acheter les gens. Et du coup, toi qui parles de mètres carrés, de prix mètre carré, de prix au mètre carré, est-ce que selon toi, je parle vraiment en tant que premier investissement dans la location, tu conseillerais des mètres carrés? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, par exemple, moi qui étais novice, je me suis dit, wow, une maison de 100 000 €, il y a 200 mètres carrés, c'est incroyable. Est-ce que peut-être finalement, c'est pas un pied à con parce que plus dur à chauffer, plus de travaux, plus de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Excellente question. Ça va vraiment dépendre du profil de la personne qui est en face de toi. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais en ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé à faire mes tout premiers investissements, j'ai investi sur des petites surfaces. Pourquoi? Tout simplement pour une question de moyens. Je n'étais pas capable de me permettre d'acheter des superficies qui étaient plus grandes. Maintenant, il faut juste se poser une question. Si tu as 100 mètres carrés, d'accord, et que tu dois tout rénover, et qu'on va dire que ton prix de la rénovation en intégralité, il est à 1 200 € le mètre carré, d'accord, ça veut dire, si tu as 100 mètres carrés fois 1 200 € le mètre carré, ça veut dire que tu auras pour 120 000 € minimum, au bas mot, de rénovation. Parce que, soyons sérieux, les rénovations, c'est pas 200 € le mètre carré quand on veut tout rénover, tu vois. Voilà, est-ce que ça rentre dans ton enveloppe ou pas? Tu vois, donc ça, c'est une bonne question. Et est-ce que derrière, ça va valoir le coup d'avoir dans cette localisation-là, ce bien-là, 200 mètres carrés? Alors, peut-être qu'en termes de cash flow, tu seras neutre ou peut-être même négatif, mais est-ce que ce bien-là, il a un intérêt patrimonial? Est-ce qu'il va prendre de la valeur avec le temps? C'est vraiment des choses qui sont importantes à se poser, tu vois. Donc, en ce qui concerne les prix mètres carrés, c'est assez compliqué de trouver les prix mètres carrés. On peut avoir des estimations sur des sites comme en France, vous avez seloger.com, en Belgique, ImoWeb. Tu vois des prix mètres carrés, mais par contre, les écarts sont tellement élevés que ça te donne une indication, mais qui t'aide que très moyennement. Au final, c'était recherche à toi, quoi. Voilà. Dans la même rue, je visite 4 biens. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire en troisième point, c'est le prix des bâtiments similaires. Tu regardes des bâtiments qui sont similaires dans le même quartier, dans la même rue, combien ça vaut. Et là, ça va te permettre aussi d'estimer est-ce que c'est un bon prix, est-ce que c'est pas un bon prix, etc. Ouais, parce que si tu vas dans un bien qui coûte 80 000 et que après tu as exactement le même bien dans le même état, il coûte 40 000 € de plus, tu dis bon, peut-être une carotte quelque part, quoi. Exactement. Donc ça, c'était le troisième. Ouais. Ensuite, le quatrième point, ça va être le niveau de finition et l'état général. Ça va te permettre de donner également une estimation de la valeur de ton bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les expertises immobilières. Quel est l'état du bien, comment est-il fini, etc. Et pourquoi ce point-là, il est important? Il va être important dans ta stratégie. Si tu regardes, moi, combien je peux valoriser à la revente, donc en termes de plus-value latente, ou alors combien je peux espérer en termes de rendement
potentiel, il faut savoir quel est l'état pour te dire combien ça va te coûter de pouvoir le remettre dans un état qui sera exploitable. Et derrière, est-ce que ça va vraiment correspondre à un besoin du marché ? Et là, on a fait une vidéo là-dessus sur justement l'achat-revente. Et en termes de rendement, est-ce que tu vas rentrer dans tes prix et dans ce que tu as fixé pour obtenir un rendement qui correspond à ce que tu recherches, tu vois ? Toi qui parles de finition, je rentre dans une maison, je visite une maison. C'est quoi les finitions justement auxquelles, selon toi, je dois faire vraiment attention ? Moi qui ne m'y connais pas dans le bâtiment. Ouais. Alors, je ne vais pas te répondre à quelles sont les finitions auxquelles tu dois faire attention, je vais plutôt te répondre à quels sont les points d'attention. Parce que qu'est-ce qu'on entend par finition ? Ça va être, OK, quelle est la qualité du carrelage qui a été posé, quelle est la qualité des WC, quelle est la qualité des sanitaires, quelle est la qualité de la cuisine, etc. C'est ça qu'on va appeler finalement finition. En extérieur, qu'est-ce qui a été mis pour... la façade, comment elle est finie cette façade, etc. Et ça, souvent, lorsque tu es dans tes premiers investissements, tu vas pas t'orienter vers des biens où ces éléments-là seront des choses qui seront à prendre en compte, parce que souvent, quand tu débutes, tu vas t'orienter vers des biens pourris. Plus ou moins, tu vois. Et donc, étant donné que tu vas t'orienter vers des biens pourris, tu n'es pas au niveau où tu peux te poser la question, est-ce que c'est mieux tel WC, est-ce que ça fait la différence de prix entre... Par contre, je vais acheter une maison à 40 000 €, j'en ai deux, j'en ai une avec une toiture correcte, une avec une toiture élaborée. Voilà. C'est quand même un point d'attention. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans la définition, on est vraiment plus dans la question de l'état général. D'accord, et donc, effectivement, il y a des points d'attention sur lesquels il faut retenir justement son regard. Ça va être des choses qui vont coûter cher en termes de rénovation. Et ces choses-là, ça ne veut pas dire que si elles existent, il ne faut pas s'orienter vers le bien, mais par contre, il faut les prendre en considération. Donc, exactement comme tu le disais, par exemple, la toiture. La toiture, on sait que c'est un poste qui coûte très cher à rénover. Et donc, voilà, quel est l'état de la toiture, qu'est-ce qu'il en est. Les châssis, par exemple, c'est un poste qui coûte aussi relativement cher à rénover. Surtout, et c'est mon cas ici sur un bien sur lequel je suis, surtout si tu te retrouves sur un bien qui est à ce qu'on appelle l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire des biens qui ont un certain intérêt général pour le patrimoine de la ville, et bien à ce moment-là, on va te demander de mettre des choses qui peuvent devenir très chères et peut-être qui peuvent coûter 4, 5, 6 fois plus que le prix normal. Et donc, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dans tes calculs lors de ton éventuelle rénovation. Après, les gens te parlent par exemple des chaudières. Une chaudière, c'est pas ça qui va coûter. Une chaudière, ça coûte 2 000 €, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une toiture à 40 000 €. Voilà. Les gens, ils sont obsédés par les chaudières. Les gens sont obsédés par les chaudières, les compteurs. Alors, les gens, quand ils arrivent dans un bien, ils regardent les compteurs. Alors, les compteurs, ça sert à rien parce que tu veux remplacer un compteur. Mettre un compteur de gaz, c'est gratuit. Tu vois, mais les gens sont obsédés par les compteurs. Et tu veux mettre... J'ai pas de toiture, mais j'ai un compteur vide. Et les compteurs électriques, je crois que c'est 900 € ou quelque chose comme ça, tu vois, pour remettre un nouveau compteur. Donc, on n'a rien à foutre, tu vois. Encore une fois, comme je te dis, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu te rends compte que dans le travail immobilier, la rénovation, les travaux, 900 € dans la vie, c'est 900 €. Mais 900 € dans l'immobilier, c'est peut-être pas beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux te dire ? Là où à l'époque, moi, tu me disais, 2 000 €, il y a compteur quand même, tu vois. Ouais, mais une toiture, c'est 40 000. Et c'est vrai que quand tu calcules, tu prends du recul, tu te dis, en fait, c'est vrai que finalement, dans l'investissement, 2 000 €, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, il faut vraiment se focaliser sur les points d'attention qui sont effectivement les plus importants. Et quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais moi je le vois, c'est les cloisons. Les cloisons, c'est quelque chose qui peut coûter très vite cher, tu vois. Dans le sens où si ton bien il est mal foutu, tu dois t'amuser à abattre des cloisons, remettre des nouvelles cloisons, derrière installer des portes, par rapport à ça, refaire un système électrique. Tout ça, en réalité, sont des coûts qui sont engendrés par, comment on appelle ça, l'agencement initial de ton bien qui est mauvais, va t'entraîner beaucoup de coûts, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. Tu vas aller avec quelqu'un du bâtiment, il va dire « Oh, mais ici, c'est pas grave, tu pètes juste la cloison. » Et voilà. Mais sauf que si tu casses la cloison, le carrelage au sol, il est plus raccord, donc ça veut dire qu'il faut aller réparer tout ça. L'électricité, elle correspond plus à la chose. Et donc, en fait, ça entraîne pas mal de frais à partir du moment où tu vas passer par une entreprise que tu dois pouvoir prendre en compte. Il ne faut pas confondre facilité des travaux et prix faible. Et investissement. Exactement. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont importantes à prendre en compte. 5e point. Ouais. 5e point. 5e point, ça va être les éléments favorables et les éléments défavorables. C'est-à-dire ? C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans les rapports d'expertise. Okay. On voit, quels sont les éléments favorables ?
Eh bien, élément favorable, parking à proximité. Garage. Oui, ou parking, place de parking à proximité. Proche des commerces. Bâtiment dans un excellent état. Grenier aménageable. Tu vois, tout ça, ça va être des éléments favorables qui vont amener une valeur potentielle supplémentaire à ton bien. Par contre, tu vas avoir des éléments qui sont défavorables. Déjà, l'opposé de ce qu'on vient de dire. Pas de place de parking. T'habites en face d'un café ou d'une boîte ou d'un bar. Voilà. Tous les week-ends, c'est la Java. Exactement. Et donc ça fait partie de la localisation, mais ça fait aussi partie de la valeur intrinsèque du bien. Est-ce qu'il y a des points positifs à ce bien ou pas? Et, je vais donner un exemple, très grand jardin. Moi, je connais des gens, très bien d'ailleurs, très proches même, qui ont une maison, mais leur maison, elle a un énorme jardin. Et vraiment énorme. Et quand j'étais petit, j'allais là. Et c'était super bien quand j'étais petit, je m'amusais. Mais leur jardin, il est vraiment gigantesque. Je ne sais pas combien il fait, mais peut-être, je donne un chiffre comme ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ils ont peut-être 100 arts de terrain, enfin, tu vois. Et le truc, c'est que en réalité, c'est un point négatif. Parce que pour eux, l'entretien, c'est une véritable et c'est un point négatif à la revente du bien, parce que qui veut se retrouver avec tout ça. Alors j'étais persuadé que plus ton terrain est grand, mieux c'est pour toi. Oui, et t'es bête si t'en as, tu vois. Voilà, mais là le problème c'est que du coup je sais qu'ils ont des animaux qui sont sur une partie du terrain, alors que c'est pas des gens spécialement qui sont forts animaux, tu vois. C'est le terrain, on va exploiter un peu. Voilà, mais derrière ça veut dire qu'il y a un coût d'entretien qui est énorme et pour celui qui voudrait potentiellement acheter. Et donc c'est un élément en réalité qui va être défavorable. Et donc ça c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et ce qui peut paraître potentiellement positif à la base peut devenir réellement quelque chose qui est négatif. C'est vrai parce que tu vas pas pouvoir le valoriser réellement. On n'y aurait pas cru. Comme avoir un bassin, je pense. Il y a des maisons avec des bassins d'eau. Une piscine. Non, des petits étangs. Des petits étangs ou des fontaines. C'est bien, c'est beau, mais derrière, il faut t'en occuper. Sinon, dans 2 mois, c'est de la vase partout et c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est des choses quand même qui sont importantes. On n'y penserait pas, c'est vrai, on n'y penserait pas. Exactement. Et alors, le dernier point, c'est un point qui est assez intéressant. Donc, comme je disais, un point auquel on ne pense pas nécessairement, c'est le certificat énergétique de ton bien. Oh, tu sais, moi, je loue une maison et il me fallait une maison à tout prix, tu vois. Donc, j'ai mis la priorité sur l'espace, sur une petite cour et pas sur le PEB, tu vois. J'ai un PEB qui est moins 4, je pense. C'est le seul qui existe, tu vois. Ça se compte non, c'est par A, B, C, D, E. Je crois que je suis à E. C'est G le max, je crois. Tu vois, je crois que je suis à E. Là, avec la crise qu'il y a eu, le chauffage, tout ça, j'ai eu froid et j'ai jamais payé aussi cher pour me chauffer, tu vois. C'est bête, mais j'aurais jamais pensé. Et là, je sais que prochainement, les appartements que je vais louer, l'une des premières choses que je vais demander, c'est le PEB. Alors, c'est un élément qui est très important. Je crois que vous avez le droit. Si tu le demandes, ils sont obligés de te le donner, normalement. Ou de faire l'expertise du PEB. Normalement, en Belgique, si tu loues, tu es obligé de fournir un PEB. Mais alors, le certificat énergétique, c'est un élément qui est intéressant parce que ça peut être une arme à double tranchant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que toi, si tu veux acheter un bien, donc quand on dit estimer la valeur de ton bien, si tu as un mauvais certificat énergétique, ça peut te permettre d'obtenir ton bien largement à la baisse. D'accord. Et si toi, d'emblée, tu sais de toute façon que tu dois faire certains travaux parce que tu n'as pas le choix et qui vont de toute façon améliorer en réalité ton certificat énergétique, tu peux jouer dans ta négociation en disant oui, mais vous avez ce certificat énergétique-là, il y a tel travaux. En plus, moi, ça va m'amener à des travaux supplémentaires et donc tu vas pouvoir aller tirer ton prix à la baisse. Quand bien même que en réalité, ces travaux-là allaient être pris en compte dans les rénovations que toi, tu avais envisagées. Et c'est pas mentir, c'est de la négociation et c'est le jeu. Faut essayer, quoi. Mais parce que c'est un élément négatif pour celui qui vend d'avoir un certificat énergétique qui est bas. Et d'ailleurs, certaines personnes, aujourd'hui un peu plus âgées, se séparent de certains biens parce que justement, ils ont un certificat énergétique qui est négatif, enfin qui est mauvais, et à un moment, ils vont se retrouver dans une situation où ils ne seront plus capables de louer ce bien-là, soit parce qu'il n'y aura plus de demande, soit ils ne pourront plus indexer le loyer, et certainement qu'à terme, dans Communisme Land, on va imposer justement que les logements avec un certificat énergétique négatif ne puissent plus être loués. Ils n'ont peut-être pas envie à 60, 70 ans de se relancer dans de nouveaux travaux. Ouais, bien sûr. Et donc de faire des frais supplémentaires. Et toi, tu peux aller jouer sur cet élément-là. Et si de toute façon, tu avais prévu de rafraîchir ton bien pour
pour certaines raisons, tu en aurais quand même amélioré la performance. Ouais, donc au final, un PEB négatif, c'est bien si toi tu veux acheter, mais c'est plus embêtant si toi tu veux vendre. Ça peut l'être en fonction du niveau de travaux que tu vas aller faire dans ton bien. Si tu achètes un bien où tu as juste une cuisine à changer, si tu as un mauvais PEB, ton PEB il va rester mauvais. Hein. Mais si par contre, toi, tu avais prévu certains travaux, c'est un élément sur lequel tu vas pouvoir aller. D'expérience, de toute façon, tout ce qui est isolation, tu fais d'office des travaux, je pense. Tout dépend de l'état dans lequel tu achètes. L'isolation, j'ai pas compris ta question. Bah, admettons, tu prends un bien pour le louer plus tard. Est-ce que d'office, tu fais des travaux d'isolation tout le temps ou ça dépend vraiment de l'état? Ouais, ça va vraiment dépendre de l'état. Ça va vraiment dépendre de l'état parce que les travaux d'isolation, ça peut coûter très cher. C'est vrai. Parce que par exemple, tu vois, tu peux faire. C'est la toiture. Voilà, mais par exemple, tu peux faire. Mais les travaux d'isolation de toiture coûtent pas très très cher. Je crois que tu as des aides par l'État. Oui. Mais c'est que tu les payes à un moment donné. Hein. Mais les travaux d'isolation de toiture, c'est pas tellement ce qui va coûter cher. Mais ça va dépendre parce que je te parlais tout à l'heure des cloisons. Si maintenant ton bâtiment, il a une toiture qui a été. Enfin, c'était un grenier aménageable, mais qui a été potentiellement aménagé. Et donc, tu as du placo, comme vous dites, sur les murs. Eh bien, si tu dois aller isoler, ça veut dire que tu vas devoir enlever le placo, mettre de l'isolation et remettre du placo. Et donc, ça peut te coûter cher dans ce sens-là. Si par contre, de toute façon, c'était pas aménagé, la toiture, elle était à nu, et que toi, de toute façon, tu avais prévu d'aller mettre du placo parce que tu comptais aménager cet espace. Et de toute façon, tu vas aller mettre de l'isolant, ça change pas grand-chose parce que l'isolant, ça coûte pas spécialement cher. Tu vas mettre ton isolant, puis tu vas mettre ton placo, mais là, tu fais une bonne affaire, tu vois, parce que tu as pu aller réduire ton prix à cause du certificat énergétique. Mais de toute façon, toi, dans tes travaux, c'est pas ça cette partie isolation, c'est pas celle-là qui va te coûter le plus cher, tu vois. Et donc là, c'est intéressant. Maintenant, si tu as un bâtiment qui est en bon état, tu veux aller isoler les murs par l'intérieur, ça va te coûter cher parce que ça veut dire que tu as un problème par rapport à tout ton système électrique. Si tu viens mettre de l'isolant, tes prises, etc., il y a un problème, tu vois. Donc ça veut dire que tu devrais refaire ton système électrique, tu devrais aller refaire du plafonnage. Enfin, là, ça n'a plus aucun sens, tu vois. Ouais, puis sachant que, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai eu le tour. Je t'ai dit, j'avais un certificat énergétique qui était quand même très faible. Et à un moment, je me suis rendu compte que la maison, je pouvais pas la chauffer. Le propriétaire, il a dû revenir, aller dans le grenier, péter tout le plancher, remettre de l'isolant, tu vois. Chose qu'il avait peut-être pas prévue à la base. Donc s'il avait fait ça dès le début, ça lui aurait peut-être coûté moins d'argent. En fait. Certainement plus au niveau de la toiture, parce que le plancher, je vois pas ce qu'il a pu isoler au niveau du plancher. Mais bon, c'est un point de détail. Plancher, toiture, voilà. C'est un point de détail. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est les 7 éléments auxquels il faut porter une certaine attention. Et au final, c'est des éléments qui sont quand même possiblement visibles, même via l'annonce. Exactement. Si c'est bien fait ça, tu as besoin de te dépasser pour te rendre compte que le bien n'est pas forcément une bonne affaire. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir... voilà. Mais c'est quand même intéressant de se déplacer. Et ça, on pourra en parler dans un prochain épisode, même si le bien n'est pas particulièrement intéressant. Dites-nous dans les commentaires si, justement, vous avez trouvé ça intéressant. Antoine, as-tu une question pour conclure ? Non, moi, j'aimerais bien justement savoir s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont acheté, peut-être, et qui peut-être n'ont pas fait attention à l'un des 7 points. Ou ont d'autres critères. Et qui se sont rendus compte que putain, j'ai pas fait attention à ça, derrière ça a entraîné ça, tu vois. Voilà, l'expérience un petit peu, quelles ont été. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immobilier. Est-ce que des gens qui nous écoutent qui ont eu des expériences dans l'immobilier, si vous voulez nous en parler un petit peu par rapport à ce thème-là. Et on vous répondra en commentaire. Merci, à la prochaine. À la prochaine.